commencé ? Bah, j'ai commencé, oui. Là, t'es sur, voilà, on t'enregistre parce que voilà, moi, l'heure c'est l'heure. Donc tu es là dans combien de temps ? Bah là, je suis là dans 5 minutes. Alors qu'est-ce que je fais ? Je commence parce que là, on a ouvert les micros. Ah oui, non, faut commencer. Hein. J'espérais que ça arrive. Allez, on t'attend. Parce que je préfère arriver en surprise. Allez, donc je démarre tout ça. Non, je dis pas que tu viens et on communique pas sur ton nom et double pain surprise aujourd'hui, double ration de gluten. À tout de suite. Salut ma friandise. Et bien voilà, ça commence comme ça et de toute façon c'est ce qui est bien dans ce podcast, c'est que ça commence jamais comme on le voudrait. Il n'y a pas vraiment de conducteur, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'obligation. Si c'était une seule, c'est le cri, car c'est notre ligne éditoriale et nous devons de crier au moins une fois, si c'était 10 fois dans ce podcast. Me voilà donc à la tête de ce programme et de cette rencontre, puisqu'il s'agit de cela dans Tenez, goûtez, c'est délicieux. C'est très bizarre de le faire tout seul, j'ai hâte qu'il arrive, mon Fred. Puisqu'aujourd'hui, donc, nous recevons à la fois une amie, à la fois une collègue, une connaissance, une femme que j'admire. N'ayons pas peur des mots. Oui, tu peux rire, mais c'est vrai. Non, mais je suis en train de répondre. Je suis en train de répondre à quelqu'un qui est en face chez Netflix et elle me demande t'enregistres où ? Ah oui, en face, oui. Donc je lui dis en face. Je me suis dit pour une fois je l'ai fait rire, mais non. Pas du tout. Toujours pas. C'était pas toi. J'y arriverai jamais. Alors, j'ai envie de commencer par cette citation. Je ne ferai pas le même métier que mon père, que l'on doit à Jean-Claude Hitler, et on peut le comprendre. Voilà, il n'a pas voulu poursuivre, mais pourtant d'autres ont poursuivi le chemin de leurs parents. Citons les illustres Dumas, par exemple, père et fils. Citons Mozart, puisqu'on connaît Wolfgang, mais son père s'appelait Léopold. Putain, c'est une émission culturelle. Mais bien évidemment. Ah. Et eh bien, c'est ce qui se passe un petit peu avec toi, puisque remontons un petit peu aux origines. Alexia Laroche-Joubert, c'est avant tout Martine Laroche-Joubert, en tous les cas, pour les grands aficionados de la petite lucarne, puisque c'est une expression qui est... D'ailleurs, est-ce qu'on utilise encore cette expression, la petite lucarne ? Non, mais toi et moi, on l'utilise. Je pense que personne ne voit à quoi on fait référence. La télé, l'âge d'or de la télé. Non, mais est-ce que... Pour parler franchement, est-ce que c'est ta mère qui t'a donné envie de bosser dans la télé ? Ce qu'on disait, vous êtes dans la TV. Alors, ma mère m'a donné envie d'être dans la télé. Pourquoi ? Parce que quand elle grande reporter, hein, elle est grand reporter de guerre, mais avant d'aller parcourir le monde, elle était tout simplement ce qu'on appelle aux infogénés. C'est-à-dire qu'on fait les chiens morts, les faits divers, société, enfin plein de choses. Et donc, quand elle n'avait pas de témoins enfants, elle m'utilisait. Donc j'ai fait des trucs sur les dentistes, sur les vêtements, sur plein de trucs, et sur les piscines publiques. Et donc putain, il y a un mec qui il y a un barbu à cheveux longs, mais surtout une. Ah là là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais quel gredin ! Laissez parler. Alors, les gens. T'es ponctuel, toi ? Moi, je suis ponctuel. C'est Chloé qui a mis 9h30, 9h45. C'est très étonnant parce que Cristal, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle, Fred, est très ponctuel. Et tu sais à quel moment tu m'as le plus manqué ? C'est quand j'ai dit Tenez, goûtez, c'est délicieux. Non, mais c'est parce que là, j'étais à la chasse. Ah oui, bien sûr. D'où la tenue. D'où la tenue, parce que vous le voyez pas, mais il est en tenue de chasseur, un peu du pauvre. Et mais bon, on a bien chassé. J'aurais dû emmener mon teckel, grand chasseur de cochons sauvages. Un petit côté paramilitaire aussi, un peu survivaliste. Ça m'inquiète quand tu me regardes comme ça et que tu me dis ton chien m'intéresse. Je me dis qu'est-ce qui va lui arriver ? Rien. J'adore les animaux. D'ailleurs, je viens de faire un téléfilm qui s'appelle Bête de flic sur France TV, disponible en replay avec Jonathan Lambert. Et qui fait un véritable carton en replay et qui a très bien marché. Mais tu sais quoi ? Non mais attends, parce que ça m'a hyper énervé. J'ai envoyé. Tu voulais le produire ? J'aurais aimé. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 ans, je propose une série avec une gonzesse et son chien. Son chien qui est un chien raté, et donc mais qui va devenir un super enquêteur. Et voilà. Et quand je vois l'affiche, je me dis putain c'est quoi ce bordel ? On m'a tout volé comme d'habitude. Ben voilà. Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais en tout cas. Ça a l'air non mais c'est intéressant, ça veut dire que c'est dans l'air du temps. Mais absolument, gros Alexia y avait pensé, ça veut dire qu'on est vraiment sur le bon. On peut se rattraper parce que c'est toujours en replay et c'est déjà un gros carton en replay, il faut le dire. Mais ça a déjà été diffusé ? Mais bien, enfin. Bien sûr, ouais. La semaine dernière, enfin, c'était d'abord la semaine dernière. Il y a 3 mois. On parle d'il y a 3 mois. Non. Vous savez même, Jonathan, France Télévisions met en avant la plateforme et c'était même déjà disponible en preview. C'est vrai, une semaine avant. Voilà. Après, le soir même, et après
en replay, voilà, pendant plus d'1 mois encore. Mais quel bonheur ce soir. C'est fou, je suis encore avec vous. Bah ouais. Ah, fantastique. Alors oh là là. Voilà, il faut bien. Elle sait, Alexia, que tu cries aussi oui, comme oui, ça. ça y est. Non, alors je savais pas. Mais depuis que tu le connais depuis longtemps. Mais je prenais mon café, le café a giclé. Donc non, on était en train de parler maladie. de la genèse d'une certaine manière, puisque les gens ne le savent pas forcément, mais Alexia Laroche-Joubert est donc la fille de Martine Laroche-Joubert, grande reporter. Donc tu le disais, qui a démarré un petit peu au fait divers. Non, moi, ma question, si je te l'ai posée, c'est quand on est la fille d'une grande reporter qui part couvrir des conflits à l'autre bout du monde, t'as dû avoir des frayeurs, t'as dû faire des cauchemars, alors, t'as dû manquer parfois de ta maman ou pas du tout? Alors, pas du tout. Et nous avons une conversation très claire avec ma mère. Ma mère est en guerre avec elle-même, donc elle n'est pas en guerre avec elle-même que quand il y a la guerre à l'extérieur d'elle-même. D'accord, c'est une façon de compenser un peu. Et voilà. Et donc, mon frère et moi, quand nous la voyons partir, c'est atroce, ça, ce que je vais dire, parce que ça, je l'ai jamais dit. Et ben, je me demande si on n'était pas soulagés. Ah ouais. Et donc, il y avait une sorte de volcan en elle qui faisait que c'était bien de le voir. Et surtout, il y avait un truc démentiel qui arrivait. On avait une Mary Poppins. En fait, dès que maman partait, parce que quand même, c'est une mère consciencieuse, elle se disait, je peux pas laisser les 2 gamins tout seuls à la maison, surtout mon frère qui déconnait bien. Et donc, il y avait Mary Poppins, c'est-à-dire ma grande tante qui n'avait jamais vu le loup. Qu'est-ce que t'en sais, ça? Non, mais c'est parce que c'est marrant parce que moi j'ai fait la voix du loup d'Intermarché, mais ça n'a rien à voir. C'est toi, ce succès planétaire. Arrêtez d'interrompre Alexia avec les histoires de... Mais c'est un homme à succès. Pardon. Et donc, elle arrivait avec sa petite valise. Non mais vraiment, je te le dis. Sa petite valise, sa petite robe, sa petite chemise, etc. Et d'un seul coup, on mangeait. Ma mère nous a nourris à base d'œufs et de yaourt nature. Et les pains de mie carrés, un peu, les trucs qui vont bien, ce genre de trucs. Non, mais même pas les pains de mie carrés. Les pains de mie carrés, c'était, tu vois, c'était 5 étoiles. Et donc, elle arrivait, elle nous faisait des plats. Donc, je te cache pas que quand ma mère partait, c'était un peu une délivrance. D'accord. Et est-ce que cette Mary Poppins t'a transmis le goût de la cuisine, puisqu'on l'évoque Exactement. Aussi. C'est vrai? Ouais. Ma mère n'a jamais cuisiné, comme vous avez compris. C'est-à-dire que quand tu dis j'ai une recette de famille, c'est justement une recette. Le riz au lait, elle avait le riz au lait. Qu'est-ce que c'est bon le riz au lait. Non mais surtout, elle avait mieux que le riz au lait. Ah, je t'imaginais pas un instant cuisiner, toi. Non. Excuse-moi. Mais... tu vois, comme quoi, t'as beaucoup de préjugés. Les a priori. Et donc, elle avait tu sais, la couche fine. Ah là là au-dessus. Et surtout les petits grains noirs qu'on voit qui te tendent les bras et c'est fantastique. Parfois. Et donc évidemment, mon frère et moi, on cuisine beaucoup. Ah, c'est vrai? Ouais. C'est dingue. Ah, ça, j'imagine. Oui, mais comme quoi, justement, par rapport aux parents, on peut être complètement l'inverse ou développer d'autres qualités. On se construit souvent par opposition aussi. Ouais, alors si tu veux, j'ai décidé de pas aller sur des terrains de guerre, moi, tu vois, par exemple. Oui. Tu vois, j'ai fait du divertissement. Tu vois, Miss France, c'est quand même moins dangereux et encore. Ça, c'est intéressant, justement. Quel a été le regard de ta mère qui, elle, avait, on va dire. Une intellectuelle, on peut le dire quand même. Ouais, non, mais voilà, pour résumer un petit peu les choses, est-ce qu'elle voyait ça avec, pas du mépris ou de la condescendance, mais est-ce que de temps en temps, elle a une remarque en disant ah, quand même, tu vaux mieux que ça, par exemple? Alors, écoute, tu sais quoi? Ma mère ne me l'a jamais dit. Et la seule qui m'ait dit ça, et ça a été compliqué après, parce que je lui ai envoyé un message assez assassin, c'est Laurence Haïm, qui est pourtant une fille super, qui est donc journaliste spécialisée sur les États-Unis. Qui a pleuré, on se souvient, quand Obama avait été élu, vous vous souvenez, en direct. Exactement. Et donc Laurence Haïm on a vu ces deux mandats. Me regarde et me dit, on est chez Léa Salamé, et elle me dit, mais ta mère n'a pas eu honte, en gros, de t'avoir eu. Et c'est une amie. Et c'est une amie de maman. Et puis je l'ai vue. Non. Et non, parce que maman, non, pas du tout. Moi, j'ai eu des parents super supportifs. Elle m'a jamais jugée, mais tu sais pourquoi? Parce que j'ai quand même supportif, je ne connaissais pas. Supportif, oui. D'accord. Ah, c'est joli. C'est à la fois sportif et supporter, quoi. Alors j'invente des mots. Tu sais, moi, je suis dyslexique, etc. Donc, nous aussi, t'inquiète pas. Et par exemple, tu sais, on dit mal aimé, mais ne pas être aimé. Il y a pas de mot. Alors j'ai inventé inamouré. Ah, c'est joli. Bien, ça. Voilà. Ah, c'est ton petit côté Ségolène Royal, un peu bravitude. Alors je sais pas, c'est surtout parce que je suis nulle en orthographe et tous ces trucs-là, donc t'inventes des mots, quoi. Ouais. Et donc, alors attends, j'en étais où, moi, Laurence Haïm qui se... Voilà. Et donc, non, maman a toujours été avec moi, et je pense que ce qu'elle apprécie, c'est qu'on a toutes les deux une forme de curiosité sur les gens. Alors moi, j'exprime pas du tout la même chose, parce que moi, je les enferme, je les filme, je les dissèque. Toi, tu les dissèques, voilà. Mais d'une certaine façon, il y a quand même une curiosité de ce qu'est l'humain dans ses interactions. Maman sur un terrain de guerre, donc au paroxysme, si tu veux, de l'humanité, c'est-à-dire quand t'es en danger. On va dire que toi, et moi, dans le divertissement.
Elle, c'est l'extraordinaire et toi, c'est le très ordinaire qui t'intéresse d'une certaine manière. Et ben moi, tu sais quoi ? Jolie formule. Et c'est une très jolie formule, je la reprendrai. Je mettrai un copyright. Oui, non, moi j'ai toujours été intéressée par les anonymes. J'ai eu beau faire la Starac, rencontrer Madonna, Stevie Wonder, Johnny Hallyday, etc. Fondamentalement, ce qui m'intéressait, c'est toujours les gens qui sont anonymes. Je me sens... Tu sais, moi, quand j'étais petite... Pardon, je raconte ma vie. Je sais pas si c'est un petit peu le principe. Mais, mon père m'avait inscrit dans un club très, très chic qui s'appelle le Polo de Paris, parce que je montais à cheval. Et je passais ma vie avec les palefreniers, aux grandes dames d'ailleurs de mon père qui comprenait pas pourquoi. Comme Lucie dans Dallas. Je te rappelle que dès le premier épisode, elle est en train de se faire voler dans les plumes, si je puis dire. Parce que voler dans les plumes. Je suis pas sûr que ce soit la bonne expression. Sur un ballot de paille, dans la grange avec Ray Krebs, je crois, dès le premier épisode où tout avait très intéressant. Ouais. Je vous engage à revoir le premier épisode, d'ailleurs ce qu'on appelait le pilote, puisque on savait pas si ça allait être décliné, de Dallas. C'est absolument génial parce qu'il y a tous les fondamentaux d'une Bible. On voit dès le premier épisode les caractéristiques des personnages. Sue Ellen qui a déjà un verre à la main, JR qui sourit avec son petit rire machiavélique. C'est du bonbon ce premier épisode. Mais moi je me rappelle. Et South Fork, c'est une maison phénix. Il y a genre il dit je vais vous emmener faire une balade pour voir la roseraie. Il y a genre 3 rosiers plantés. C'est minable. C'était le début. Donc tu vois, les mecs qui tiennent le décor. Moi je me rappelle avec mon père, on vivait à Neuilly-sur-Seine et je m'étais assis pour regarder avec lui le premier épisode, donc le fameux pilote. Ouais. Tu vois, c'est des souvenirs. Je suis sûre que si tu demandes à plein de gens de notre génération, on a tous le souvenir de la première diffusion de Dallas. Et c'est intéressant parce que ça nous ramène justement à cette télé fédératrice qui rassemble, populaire, dont on parle le lundi, comme on disait à l'époque Dallas. Mais finalement, toi, tu as participé un peu au dernier programme qui a rassemblé, qui a eu ce retentissement national et dans tout. Notification juste pour savoir qu'est-ce qui. Ah oui, non, c'est une alerte info. Vous voulez que je vous dise? Il a des alertes info, non, pas très intéressant. Déjà avoir des alertes info, c'est grave. C'est sur le budget. Et donc, on découvre un peu plus aujourd'hui sur toi. C'est un point négatif. Ce que je veux dire, c'est que tu as participé à ce dernier rendez-vous télé qui a été le Loft. Après ça, on va dire la télé n'a plus la même n'a pas rassemblé autant finalement. Oui, parce que maintenant ça Est-ce paraît. Que c'est pas le mec qui parle quand même. C'est pas qu'il nous enterre, si tu veux. Là, on est déjà en décomposition. Non, mais c'est vrai qu'on parle d'un truc des années 2000. Hein. Bah oui, mais c'est ça qui est fou. C'est que le Loft. Maintenant, il y a une habitude de tout ça où les gens joue carrément au personnage. Non, alors moi j'ai arrêté la télé-réalité il y a en produire, il y a à peu près 8 ans. On dirait quelqu'un qui est en sevrage. J'ai arrêté. Non mais tu sais quoi, ça a été ma plus grande histoire d'amour, donc professionnelle, j'entends. Donc j'ai ça a été j'ai adoré et je regarde, toi par exemple, je me suis maté le week-end dernier tout c'est sur Netflix, tout Love is Blind, la version française. Putain, j'ai adoré. Et là je regarde MrBeast. Donc je suis quand même toujours hyper accro à ça. Donc t'as raison, c'est une désintox. Donc j'ai arrêté il y a 8 ans et je pense que j'ai arrêté pile poil au moment où ça se professionnel. C'est-à-dire où les candidats... ça veut dire quoi ? Ah voilà, d'accord. Où les candidats devenaient... les candidats savaient créer de la séquence. Moi j'ai adoré la télé-réalité quand elle était extrêmement pure et je dis toujours aux diffuseurs mais qui sont incapables de comprendre ça, s'ils s'ennuient, ils s'embrassent. Quand tu t'emmerdes, à un moment tu roules une galoche. Tu vois ? Et donc il faut attendre ce moment-là. Il faut accepter qu'il ne se passe rien, parce que dans le néant, tu crées toi-même ton action. Et là, les candidats, c'est devenu des professionnels de l'action. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vivent pas réellement les choses, mais quand même, ils les surjouent, ils créent... ils savent que pour exister dans ce secteur-là, il faut être à l'antenne. Donc pour être à l'antenne, il faut créer quelque chose. Ouais. Alors ça peut être une histoire d'amour, ça peut être tout ça. Donc... Moi, j'adore encore la télé-réalité. On produit beaucoup dans le cadre du groupe que je dirige de la télé-réalité. Mais moi, je rêve de cet ennui. C'est ce que t'aimais. C'était finalement l'ode au lâcher prise. Voilà. Les mecs qui mangeaient pendant 20 minutes un plat de spaghettis. Je trouve que ça... Mais d'ailleurs, c'est un peu le message aujourd'hui. C'est quasiment concept, d'ailleurs. Ouais, non, mais même t'as plein de psychologues, de psychiatres qui rappellent cet adage de l'ennui... dont parlait à l'époque d'ailleurs très bien Jean-Pierre Mariel. Il y a des vraies interviews. C'est vrai. L'acteur Mariel, formidable. Et en fait, l'ennui,
Bah, tu vois, aujourd'hui, les gens s'ennuient pas parce qu'ils sont toujours sur un téléphone, etc., toujours avec un flot de choses. Alors qu'en fait, si tu es avec rien assis à un endroit, toi-même, tu vas créer. C'est ça, c'est ce qui donne du relief, justement. Oui, alors est-ce que c'est pas un truc de vieux con? Ah non, cette pas réflexion. du tout. Non, mais attends. Je crois pas, parce que je vais te dire, je suis tombé sur une image d'archive avec un petit garçon de 10 ans. J'ai vu traîner la dernière fois. Et il y a un journaliste qui lui tend un micro, c'est dans les années 80. Et il lui dit qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? Il dit, je pense qu'aujourd'hui. Non, il lui dit que ça sera comment en 2026 et le môme dit tout ira trop vite. Il doit avoir 10 ans. Non. C'est dans les années 80. Il dit ah bon, ça veut dire quoi? Il dit bah non, parce qu'aujourd'hui ça va pas trop vite, on peut s'ennuyer. Il dit c'est bien de s'ennuyer. Il dit bah oui, parce que ça permet d'apprécier les moments où on ne s'ennuie pas. Donc il y avait ce truc effectivement non mais bien sûr relief, comme on dit en creux. Moi de je révéler, me suis beaucoup ennuyée parce que j'ai vécu à Argelès-Gazos. Alors Argelès-Gazos, personne ne sait où c'est. C'est dans le sud. Alors, on pense même que c'est un nom inventé, comme t'inventes des noms. C'est dans les Pyrénées. Et donc j'avais deux activités. J'avais le flipper du café et le Tour de France. Et donc moi, quand le Tour de France passait... Non, mais t'as 107 ans, et les colis de la Redoute. Ah ouais, t'as 120 ans. Ouais, j'ai 120 ans. Non mais vraiment, il faut... j'ai 56 ans, tu vois. Et je suis trop contente d'avoir 56 ans. Chaque année passée, c'est une année de gagner. C'est ce que tu dis à chaque fois. Ouais, j'adore. Et donc, non, franchement, l'ennui a été, c'est vrai, vecteur. En fait, quand l'ennui pour moi était vecteur de fuite. Ben oui. C'est-à-dire que je me suis tellement de quoi, ennuyée. fuir la réalité? Non, je me suis tellement ennuyée qu'il fallait que je me mette avec des gens. Moi, j'avais pas de gens autour de moi. Tu vois, j'avais des animaux, beaucoup d'animaux. Donc, j'ai un rapport avec les animaux très fort, comme toi, grand chasseur. C'est pour ça que tu es content d'être avec nous. Voilà. Mais voilà. Et donc, mais maintenant, je pense que nos enfants, parce qu'on a tous des enfants, nos enfants, ils n'ont pas le cerveau comme nous. Donc, en fait, ils déclenchent une autre manière de penser, une autre interactivité avec le téléphone, etc., et une autre création. Mais c'est juste que nous, on avait besoin de l'ennui pour créer. Eux, ils ont peut-être besoin de la suractivité pour créer. Donc, je suis beaucoup pas plus... tous, hein. Voilà. Peut-être. Heureusement que tu as dit peut-être. Parce que moi, je suis en train de réhabiliter le coloriage. Faites des coloriages, dessinez. Toi, tu dessines. Non, mais c'est vrai. Parce que ça apaise complètement le corps. C'est un très bon exercice, comme le yoga. Mais bien sûr. Tu sais que moi, j'ai 200 ans, je tricote maintenant. Voilà. Non, mais c'est pas une connerie, c'est très important. Non, mais je rebondis sur... Rebondis, oui. Oui, je rebondis, mais c'est le principe. Il y a beaucoup de rebondissements. J'ai une question dans... Internet, moi, pour Alexia. Beaucoup de rebondissements On n'a pas d'accès à Internet, mais j'ai quand même une question Internet. Beaucoup de rebondissements dans... Tenez, goûtez, c'est délicieux. Merci Dina. Ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré ce podcast. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure au sujet du côté arty, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, il y avait beaucoup d'expériences dans les années 70, et du reste, il y avait un film qui s'appelait, je crois... c'était pas Bigger un truc Splash, oui, qui a été était la première télé-réalité qui était d'enfermer des gens dans un hangar, des artistes, certains artistes pendant 24 heures ou même plusieurs jours, et il y avait du reste, je crois qu'il y avait Jean-Pierre Coff. Ouais, il y avait Jean-Pierre Coff, il y avait des performances en fait assez cul d'ailleurs. On était, je pense qu'il y avait un peu de psychotrope, il n'y avait pas que de la flotte. Non, ça. Mais tu sais où est la première télé-réalité, la vraie première télé-réalité, elle est dingue. Je l'ai appris dans un livre d'histoire. C'est les Au revoir de Louis XVI avec Marie-Antoinette, juste avant qu'il se fasse guillotiner. Et il vendait des jetons et on pouvait assister à ses au revoir. Ah oui, c'est ça, une sorte, en tous les cas, de spectacle réalité, quoi. Ouais. Incroyable. T'as lu ça où? En plus, avec un enjeu de dingue. Mais c'est vérifié, c'est vrai. Il y a des images, à la télé. Elle les a vues à la télé. Si Alexia te l'a dit, c'est que c'est vrai. Écoute, c'était dans un livre d'histoire. Et donc voilà. C'est intéressant, et c'est génial et horrible à la fois. Voilà, ce qu'il y a de très intéressant dans cette histoire, c'est qu'effectivement, il y avait une connotation très trash TV, et à la fois ça renvoyait à des discours très presque philosophiques, sociétaux, que ce soit, on peut citer Barthes, Bourdieu, tous les gens qui se sont penchés sur toutes ces histoires de comment est-ce qu'on voit ça, ce néant, est-ce que ça n'est pas la propre image de soi, une fascination du rien, mais le rien nous renvoie à nous-mêmes. Donc je suis perdu, moi. Moi aussi. Non, mais je dis ça parce que je me souviens qu'à un moment donné, il y avait un point de rupture, et je me souviens notamment d'une une de Libé qui disait comment ne pas parler ça, parce qu'il y avait le parti pris de certains, c'était de dire on n'en parle pas. Mais ça avait pris
une telle dimension que certains journaux qui ne voulaient pas en parler. On parle de Love Story pour ceux qui nous suivent. Avaient fini par en parler, mais sur un point de vue. La question a commencé il y a 20 minutes. Sur un point de vue sociétal, et ils avaient expliqué, c'est ça qui m'avait intéressé, qu'ils vendaient plus de papier en parlant de Love Story. Mais c'est un truc de dingue. Je crois qu'on a fait 3 ou 4 prises d'otages du monde. Non, il y a eu un truc qui était assez marrant, c'est qu'on est sorti du journalisme télé, c'est-à-dire des journalistes télé, avec cette phrase incroyable de Godard qui dit de Truffaut de Godard, Truffaut, qui disait je n'ai jamais vu un gamin qui souhaite devenir critique télé. Et on est passé à l'investigation financière, l'investigation politique, donc des mecs qui cherchaient à nous piquer des trucs, enfin incroyable. Je tousse. Ouais. Non mais moi j'avais une question de internet qui demande pourquoi Alexia en fait tu es si introvertie, on n'entend quasiment pas le son de ta voix et si lente. Est-ce que tu travailles pour ça, pour te mettre plus en avant, pour être est-ce que je suis la télé-réalité de moi-même? Non, mais d'où vient cette énergie? Quand même, si non, mais c'est vrai que j'ai bossé avec toi, on peut le dire, parce qu'on se connaît depuis 97, un truc comme 96, ça. 96, on avait travaillé ensemble et c'était une boule d'énergie qui arrivait. Ce qui est génial, c'est que tu as toujours le sourire. Donc ça, je trouve que ça fait passer beaucoup de choses, parce qu'il y a des moments, je suis sûr qu'il y a des choses qui ne passeraient pas avec une autre gueule. J'ai cette petite tête toute mignonne qui fait que ça passe. Je vais le faire. Bon, voilà, ça passe toujours. Il faut que tu te plantes une flèche dans le cœur. On s'est beaucoup marré, j'ai beaucoup appris avec toi, et t'as ce côté fonceur qui te vient aussi peut-être parce que t'as grandi avec des mecs, t'avais que des frères. Ouais, j'ai que des frères. Je pense que je pense qu'en fait, tu sais, on parle souvent du plafond de verre pour les filles, etc. Maman, elle a pété ce plafond de verre, donc elle m'a rendu un service de dingue. C'est que moi, je l'ai jamais vu ce plafond de verre. Donc j'y suis allée en me disant, mais il y a pas d'interdit, il y a pas de mecs qui vont m'arrêter. En fait, je crois que je suis assez libre, et je pense que je suis d'une bonne nature joyeuse, et que je trouve quand même qu'on fait le plus beau métier du monde, enfin l'un des plus beaux métiers du monde, il y en a plein, et que c'est super quoi, et je m'éclate, enfin toi, chez nous, enfin t'as tourné Sam pendant des années, toi c'est fantastique de produire Sam, on produit de la fiction, du flux, du divertissement. C'est vrai qu'indirectement on bosse tous pour toi, parce que toi tu viens de parler de Sam, moi j'ai fait LOL, c'est vrai, tu vois, ça ne même pas. Ah bah oui, LOL aussi, moi aussi j'ai fait LOL. C'est ma patronne plus ou moins de loin, donc pourquoi vous arrivez à payer vos impôts, les gars? C'est grâce à Bibi. D'ailleurs, tu pourrais nous refaire des virements juste comme ça par amitié? Ouais, franchement, tu peux y aller, quoi. On te paraffe le truc. C'est la patronne. Bonjour. Bonjour, madame. Putain, 2000 heures de programme par an, c'est ça? Non, ce qui est le plus fou surtout, c'est le grand écart. Et comment tu te situes entre toi qui, de près ou de loin, en tous les cas, dirige, enfin, en plus ou moins un regard sur le 28 minutes d'Elisabeth Quint et sur les programmes d'Hanouna? Alors, Hanouna, je ne le produis plus. Non, plus. Il est sorti. Non, mais d'accord, mais tu l'as fait pendant un moment. C'était le véritable grand écart. Je te cache pas que là c'est de la haute voltige même. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que tu arrives à avoir un recul, le recul qu'il faut avoir, c'est d'être juste producteur, ne pas juger le programme sur... D'ailleurs, sa qualité, il n'y a pas à prétendre une qualité, mais en tous les cas sur son public. Aussi bon sur moi, ce qui me fait plaisir, alors je vais te répondre un peu différemment. Ce qui me fait plaisir, c'est de pouvoir passer de l'un à l'autre et pouvoir me dire que je touche un public aussi différent que le public de Arte, que de le public à l'époque de C8 ou de W9. Donc c'est ça qui me fait plaisir. Je pense que j'ai cette capacité, parce que je suis à la fois la fille d'un publicitaire. Tu n'as pas parlé de mon père, mais mon père était un publicitaire qui compte énormément dans ma vie, et ma mère qui est grand reporter. À la fois d'une fille, mon père venait d'une grande famille d'industriels, ma mère était la petite fille d'un garagiste, et donc je pense que d'avoir été le mélange de ces deux univers fait que je peux aller de l'un à l'autre, et que j'ai les codes de l'un à l'autre, et j'ai la curiosité de l'un à l'autre. Après, je suis pas capable, par exemple, toi, tu m'invites sur le 28 minutes, je deviens, toi, j'ai honte d'être pas assez cultivée, enfin, toi, des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que je suis allée dans le divertissement, probablement. Mais je suis heureuse d'être dans ces deux univers-là. Oui, et à la fois, il y a une sorte je dirais pas de snobisme à l'envers, mais t'en as parlé quand tu bossais à Canal et que t'as voulu partir à TF1, tu disais c'est parce que je me sentais mal à l'aise avec l'esprit Canal, un peu élitiste, un peu snob, et j'ai voulu aller vers quelque chose de très populaire, de très assumé comme tel. Ça a été un drôle de truc. Je suis allée voir Pierre Lescure, qui était le patron à l'époque de Canal, et je lui ai dit voilà, je me sens bravo, vous êtes l'intelligence ultime, vous êtes edgy, vous avez que des gens tellement brillants. Enfin, toi, c'est la grande époque de Canal. On sent derrière le backlash. Voilà. Mais après, moi,
comprends pas votre humour, j'ai envie de parler au plus grand nombre, je me sens pas bien parmi vous, quoi. D'ailleurs, c'était très particulier parce que personne ne quittait Canal à l'époque. Tout le monde voulait rentrer à Canal. Donc, quand tu étais à Canal et que tu disais bonjour, je vais vous quitter pour aller à TF1, c'était improbable. Et je suis allée en plus au pire de TF1, c'est-à-dire que, enfin, au pire, moi j'ai adoré, hein. C'est chez Pascal Brognaud qui faisait Témoin numéro 1, les émissions de Morandini, etc. Et j'ai adoré travailler avec cette femme. Et je me sentais bien à TF1. Je pense que c'est ma nature. Alors, oui, après, ce qui est marrant, c'est qu'en même temps, Canal, le côté un peu chic, à part, est devenu aussi très populaire avec les Guignols ou même nous, quand on faisait le SAV, c'était. Mais rappelle-toi. Et d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il y avait cette époque au début un peu restreinte, un peu fermée, club fermé. Ouais, qui était club fermé. Et par exemple, moi, quand je suis arrivée à Canal, je venais de Multithématique, qui était une filiale de Canal+, qui faisait ciné-cinéma, ciné-cinéphile, Jimmy, etc. Et les gens te parlaient pas tout de suite. Ouais. Et il y avait quand même un truc particulier. Tu rentrais pas dans la secte. Pardon, on en est là. C'est vrai. Aussi facilement que ça. Ce qui est marrant, c'est que moi, quand j'ai arrêté Canal en 2012, en 2013, c'est Marie Guillaumont, directrice de la fiction de TF1, pour lequel j'avais jamais travaillé pour TF1, qui me propose l'emprise donc sur les violences conjugales avec Odile Villemain, qui a fait 10 millions. Ouais. C'est ouf. C'est ouf. Comme quoi, donc tu vois, ce passage aussi. Donc c'est génial ce que ça raconte dans le côté populaire. Parce que je vais en profiter, je vais te faire une déclaration d'amour. Donc c'est ma journée ou quoi J'ai le droit de rencontrer son teckel, maintenant une déclaration d'amour. J'ai commencé le taf, alors on me remercie, elle rigole même pas. Quand t'étais avec Omar, un jour je me fais agresser. Je sais plus sur quel plateau, c'est pas Ardisson, un truc comme ça. Et vous étiez tous les deux invités et vous m'avez défendu. Ah oui. Et moi, chose que je n'aurais pas faite visiblement. On sent bien que tu m'aurais enfoncé en disant mais vous avez bien raison. Et donc je voulais te remercier parce que j'ai eu 2 cas comme ça dans ma carrière où j'ai été agressée sur un plateau télé pour ce que je faisais. Et pour ce que je faisais, et donc toi tu m'as défendu. Et le deuxième, c'était Florence Belkacem, je balance, qui m'a agressée parce que j'avais écrit un bouquin. Alors j'avais écrit un bouquin, on va être très clair, juste parce que j'avais besoin d'un avaloir pour donner du pognon à mon père. Ah mais ça, cette phrase qui te caractérise, elle est quand même très agréable. Et donc, et je me fais agresser parce que, en gros, la fille me dit, mais vous avez laissé tomber vos enfants, vous avez jamais fait des rouleaux framboises, là, tu vois, des trucs, voilà. Ah oui. Et tu sais qu'on aime ça. Et c'est Amanda Sterns qui s'est mis devant moi, qui m'a défendu. Et les gens qui vous défendent, dans votre vie, tu vois. Alors c'est assez amusant parce que il y a 2 semaines on a croisé Amanda Sterns en bas de ce resto, donc j'ai l'impression que tous les gens à qui tu vois quelque chose sont dans le quartier. Sont dans le quartier. Et ça me fait penser que toi tu l'as vu, Culte, parce que c'était génial la série Culte. Ouais. Alors toi quel est ton avis là-dessus? Toi t'as déjà dû répondre dessus. Non mais moi c'est un truc un peu particulier parce que je l'ai produit. Justement. Alors rappelons à toutes fins utiles quand même, je tiens à le rappeler que dans notre programme il y a ce qu'on appelle le pain surprise et à tout moment tu peux. Ah non mais c'est vrai parce que même si les gens nous connaissent, mais certains vont peut-être découvrir. Tenez, goûtez, c'est délicieux à travers cet épisode. Et à tout moment, tu pourras donc actionner cette petite sonnette, clochette, qui nous a été prêtée gracieusement par le Ritz pour faire venir ton pain surprise, qui est donc un invité surprise dont nous ignorons l'identité, mais qui révélera à travers. Non mais attends, je vais le faire venir maintenant. Ah non mais ça dépend. Ah non mais quand tu veux, je disais ça, c'est. Ah mais putain, tu m'avais pas expliqué la règle. Ah non mais c'est dingue parce que je suis en retard, tu n'expliques rien. C'est lamentable. C'est l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de format. Ah oui, il n'y a pas de règles. On s'affranchit des contraintes. Nous sommes bah oui, maintenant. Voilà. Alors qu'on parle de culte. Bah alors, très bien. Allez. Je disais pas ça pour surprise, ça. Je voulais pas. Surprise. Je voulais pas précipiter les choses. Il y a un jingle que j'ai fait. Oui, c'est vrai, il y a un jingle. C'est le pain. Vous l'entendez pas, mais bah non. Ah ouais. C'est toi qui l'as composé? Il est très court. Alors on l'entend. Attention. Voilà, c'est fini. On reviendra peut-être à culte, ou peut-être est-ce en lien avec le pain surprise, et nous avons l'habitude, Fred et moi, invité mystère, voilà, de le découvrir. Donc on va vous décrire. Vous êtes souriant. Merci. Vous portez des lunettes. Oui. Un pull un peu en couleur de pain surprise. Ouais. Oui, c'est vrai. Il y a un peu de seigle. C'était fait pour. Il y a un peu de seigle. On est quand même dans tout est pensé dans cette émission. Vous êtes amis ou vous travaillez ensemble, ou les deux du reste? Vous pouvez. Oui. Ah oui. Nous avons travaillé ensemble. Vous avez travaillé ensemble. Nous sommes amis. Et vous êtes devenus amis suite à cette c'est mon meilleur ami. Ah d'accord. Ah oui, donc là on est. Donc depuis combien de temps? On est vraiment 34 ans. Ah ouais. Ah donc j'aurais pu le connaître. C'est une amitié récente. C'est une amitié qui vient de démarrer. Ouais, c'est récent. Tu peux aller très loin. On se découvre encore. Ouais. Vous travaillez dans quel domaine? Dans le même monde que vous. D'accord. D'ailleurs bravo pour Bête de flic. Merci. Très bonne fiction.
D'ailleurs, notre producteur est juste derrière. Et ami aussi. Bravo. Ah, c'est peut-être Jean-Claude Télé, l'inventeur de la télé, puisque ça nous réunit. Thomas, c'est le moment d'aller gérer des contrats. Donc Thomas qui est là, Thomas Plessis, avec si Alexia. Tu embarque chez Netflix après en face. Ouais, donc vous êtes producteur. Aller faire des coprods. Pas du tout. Non, moi je travaille en chaîne. En chaîne. Donc vous êtes directeur des programmes, d'une unité de programme. Je suis directeur des programmes d'une chaîne régionale qui s'appelle France 3 Hauts-de-France. Ah, donc le Nord. Le Nord, absolument. Les ch'tis. Ah, très bien. Entre autres. France 3 France 3, ouais. Ah, ouais. France 3. Bah, j'adore la télé. On n'est pas ici maintenant ? Non, alors, ça c'est France Bleu. Alors, c'est France Bleu. Ah, ok, d'accord. Quand c'est une diffusion nationale, on appelle ça France 3. Et quand c'est des diffusions régionales, on appelle ici. Je sais pas ce que je très bien expliqué. Clair sur le concept. Extrêmement clair. Et ça veut dire que alors on se tutoie, ça y est, on se connaît. Ouais, parce que voilà, vous êtes du coup, tu es du Nord ? Non, pas du tout. Moi je suis parisien. D'accord. Parce que nos carrières sont pas linéaires. Effectivement, j'ai rencontré Alexia à Multithématique. Elle nous en a parlé tout à l'heure. Oui. Qui était une ruche à l'époque. Putain, c'était dingue. La ruche de talent. Non, mais c'était les pieds nickelés de la télévision. C'est-à-dire, personne ne regardait et on faisait tous les métiers. Non, mais je vais vous raconter une anecdote. Mais ça, il n'y a rien de plus formateur parce que tu te souviens à l'époque d'Exclusif aussi, on était très polyvalents. On était tellement polyvalents. Il fallait savoir faire un reportage, il fallait savoir monter, il fallait savoir interviewer. Et même se mettre à l'antenne. Pour toi, en tout cas. Toi aussi, tu l'as fait. À de rares exceptions au début. Ah ouais, de rares exceptions, mais c'est pas vraiment mon truc. Et il y avait Franck Apieto, on travaillait avec Franck Apieto, pour te dire, et un autre garçon qui s'appelle Julien Braunschweig, qu'on embrasse, qui maintenant travaille avec Philippe Tullier en prod. Et donc, on faisait à un moment de la météo, on avait TMC. Et on faisait de la météo, mais sauf que moi, je savais pas qu'il faisait chaud dans le sud. Pardon, je pensais qu'on était dans le nord. Et donc, j'avais pas commandé assez de grosses températures. C'était, tu sais, des magnets. Ah, bien sûr, et donc, et donc, on avait aussi collé des noms. Et on savait pas très bien où ils étaient, tous ces gens. Le soleil était plus gros, en fait, parce qu'on les 3 régions d'un coup. Ouais, c'est ça, on s'était dit, il y a bien une région qui a le soleil là-dedans, tu vois. Non, mais c'était une arnaque. On n'avait aucune notion de la géographie, donc on pensait qu'on pouvait mettre un nuage à Osaka. Oui, c'était improbable. Mais c'était une ruche. Moi, je me souviens, Pierre-Antoine Capton, qui est aujourd'hui le grand patron de Média et tout, on l'a connu stagiaire. Voilà. Il était stagiaire sur une série, sur une émission de série. Bon, maintenant, il nous parle plus. Ah oui, si vous êtes concurrent, alors forcément. Et ton prénom alors ? Vincent. Vincent. Ouais. Et Vincent, alors justement, quand on est nommé directeur des programmes pour une chaîne régionale, est-ce que le fait de ne pas venir justement de ne pas avoir l'ADN de la région, ça pose pas un problème ? Est-ce que... Non. Alors après, moi, j'ai eu l'habitude, parce que j'ai travaillé à l'étranger, je travaillais en Tunisie, et donc je suis pas non plus tunisien. Ouais. Mais donc voilà, on apprend. On s'enseigne, oui. C'est un peu notre travail aussi d'essayer de comprendre la fibre. Puis vous travaillez avec des gens qui travaillent dans la région, qui sont là depuis des années. Ah oui, donc forcément. Donc vous êtes imprégné de ça. Bon, est-ce qu'on peut dire une connerie ? Ah bah oui, c'est important. Je peux révéler un truc ou pas ? Vas-y. Le Nord n'existe pas. Mais non, il a travaillé en Normandie et là je lui ai dit on va s'inventer une histoire. Et donc on lui a inventé un grand-père normand. Ah oui, c'est vrai. On lui a inventé un grand-père normand en disant bon voilà, dans le storytelling tu racontes que tu avais un grand-père normand, etc. Et je lui avais prêté ma baraque. Donc il vivait dans ma baraque en Normandie. Mais ça c'est toujours pour le bien. poste. Ouais. Je trouve que c'est une bonne idée. Je faisais plein de presse locale comme ça. Ouais, il disait voilà mon grand-père qui m'a élevé ici, etc. Et donc tout ça c'était bidon. Putain, non mais c'est vrai, c'était complètement bidon. Non mais on s'est tellement marrés tous les deux, franchement. Et alors, mais vous faisiez pas ça à l'école quand vous mettiez. Ah bah non, toi déjà ta mère reporter de guerre ou ton père non, publicitaire déjà moi, j'avais bien. pas besoin, c'est déjà mais moi roman. je mettais ça quand même. Cosmonaute. Ah bien sûr, avocat d'affaires, bien sûr. Sur le métier des parents. Bah oui. Ah ouais. Ah bah moi toujours. Et du coup c'est. Ah oui, je me souviens d'un appart aussi que j'avais eu. Tiens, allez, je vais balancer un truc sur ma vie privée. Là, c'est tellement rare. Allez, vas-y, ma cristal. Il y a très longtemps, je louais un appartement et à un moment donné, la propriétaire, un tout petit studio, premier studio à Paris, bref, et elle dit oui, mais quand même, moi, je sais pas par rapport à votre métier ce que vous faites. Et moi, j'étais en stage à Fun Radio, donc voilà. Et j'ai appelé mon grand frère qui est venu. En costard-cravate, parce qu'il avait un boulot où il allait en costard-cravate avec sa gabardine et son attaché-caisse, qui venait de se faire virer, lui, et qui est venu, et donc elle a vu le grand frère... Gabardine attaché-caisse, donc on est dans les années 70. Hein. C'était Alain Delon, mon grand frère. Et il est arrivé, et en fait, c'est juste, tu vois, on dit l'habit ne fait pas le moine, mais là, c'était l'habit fait le moine. Ah non, bah d'accord, j'ai vu votre frère, tout va bien, il m'a dit que tout allait bien, que s'il y avait un problème, il était là pour la caution...
Mais c'était un truc, c'était rien. En plus, c'était un Touara que je jouais. Ah non, mais c'est intéressant ça. Est-ce que vous vous êtes habillé, que ce soit toi, Vincent, ou toi, Alexia, pour des rendez-vous professionnels? Est-ce que tout le temps. Moi, est-ce que tu réfléchis à non, mais moi, c'est pire que ça. Ça révèle quelque chose. Elle loue des fringues, Alexia. C'est vrai. Ah ouais. Ah non, mais bien sûr. C'est marrant ça. Tu loues des fringues. Ouais, mais moi j'ai une réflexion, c'est du marketing. Hein. Moi je me markete. Hein. C'est-à-dire qu'en fonction des rendez-vous... Attends, ça va jusqu'où ce marketing? Tes rapports avec tes non, mais enfants, le matin, tes amoureux? pas avec mes enfants quand même. Mais la veille, je regarde les rendez-vous que j'ai et en fonction, je choisis quels vêtements, etc. Par exemple, je vois France Télévisions. Eh ben, je vais pas m'habiller je sors de chez Gucci, tu vois. Donc, tu vois. Ah oui, ça dit plus fonction publique, quoi. Plus fonction publique, tu vois. Donc, voilà. Donc, dans le tergal, voilà. Tu vois, ce soir, j'ai un dîner ultra chic. T'as vu, je suis en femme d'affaires. D'accord. Donc, ouais, tout est réfléchi. Elle va au marché, elle se déguise en fraise. C'est exactement. En poire, sinon. C'est pour ça que toi, en chasseur, tu t'es resté circonscrit. Ah oui, moi, je suis chasseur. Tu as rendez-vous avec qui aujourd'hui? Moi, j'ai un rendez-vous avec un teckel à midi. Donc voilà, je suis habillé comme ça. C'est marrant. Dans un bois, non, mais ouais, parce que c'est. En plus, tu sais, quand t'es une femme qui vieillit dans ce métier, parce que comme je l'ai dit deuxième fois à 56 ans. T'as la même gueule depuis. Non, mais c'est très vite, tu sors du secteur. Par exemple, t'as très peu de femmes qui survivent dans ce métier tard. Il y a un moment, t'es évincé. Toi, les mecs bedonnants, t'en as plein. Pardonne-moi. Merci. Pour moi, la queen, la reine, d'ailleurs, j'adresse un message, je veux qu'on l'invite, c'est Evelyne Delia. Evelyne Delia. Oui, mais Evelyne Delia, elle est incroyable, elle est à l'antenne. Les gens d'antenne, oui. Mais les gens d'antenne font très attention. Moi, je te parle des gens qui sont derrière, c'est-à-dire qui sont patrons, qui sont producteurs, qui sont patrons de groupe comme moi, etc. D'accord. T'as très peu de femmes. T'avais Bibiane Godefroy, qui était une femme exceptionnelle, toujours très élégante. Ouais. Et donc, si tu fais pas attention, d'un seul coup, tu deviens ringarde. Et comme le métier change extrêmement vite, il faut faire attention à ça. Donc oui, j'apporte beaucoup d'attention à mon physique. Je fais 14 minutes de gym tous les matins. Alors revenons à Vincent, parce que c'est vrai, on a... Alors Vincent, donc... Qui s'est habillé, lui, en pain surprise, et comme on l'a dit tout à l'heure, par gentillesse. Donc qu'est-ce qui vous... Au-delà de cette rencontre, donc c'était à l'époque de Canal, c'est ça? Multithématique, une filiale de Canal. Et qu'est-ce qui a fait que ça a tout de suite fonctionné, ou d'ailleurs peut-être pas tout de suite? Je sais pas, on a flippé. Je sais pas pourquoi il est là. Non, mais en fait, quand on s'est ligué contre quelqu'un, donc en fait, quand on est trois. Julien, il vit, donc je vous ai parlé de Julien Braunschweig, qui travaille avec Philippe Tullier, qui est aussi dans la télé. Il est arrivé avec ce truc improbable, donc on était tous les deux, on bossait ensemble. J'étais son stagiaire en fait. Ouais, et donc c'est un deuxième stagiaire qui arrive, parce qu'à l'époque, on payait pas les gens, donc il y avait même pas de convention de stage. Et donc il arrive et il nous dit cette phrase remarquable: il y a la Coupe du Monde. Donc je vais pas pouvoir travailler parce qu'il faut que je regarde les matchs. Et là, pardon, et là c'est ma fille qui vit en Angleterre qui m'appelle. Tu peux répondre pendant le podcast et même partir. Chérie, je suis en direct sur un podcast, enfin quasiment en direct. Je peux te rappeler? Avec Jonathan merci. C'est là où elle est mignonne, c'est qu'elle me dit pas non, tu peux pas me rappeler. Donc il arrive comme ça, et donc on s'est ligué contre lui. Moi, la réalité, c'est que je voulais coucher avec lui. Voilà, on y vient. Il n'est jamais trop tard. Sauf que il y a une chambre. Il était avec une femme, il avait 25 ans, il se mariait, qui était tellement belle. Et quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, je vais en faire mon meilleur ami, parce que j'ai rien à parler. Voilà, donc on est trois. Oui, puis on a vécu. Enfin, moi, en ce qui me concerne, c'est que je l'ai vu. J'avais pas envie de coucher avec elle. Vraiment pas. Non, mais c'est pourquoi tu n'as pas envie de coucher avec moi. Tu sais bien que j'ai essayé de coucher avec toi, mais t'as jamais voulu. J'ai la même anecdote avec Est-ce que si je peux me permettre, Vincent, les signaux sont très faibles. J'ai tout de suite compris que j'ai rentré dans la friend zone assez rapidement quand même, tu vois, donc j'ai pas insisté. Mais non, mais on était vraiment dans un magma de contenu. On avait un peu le feu sacré, on l'a toujours d'ailleurs sur les contenus, et c'était. Ouais, c'était un petit peu comme si on pouvait dire aujourd'hui qu'on était dans une société qui fabriquait des formats YouTube ou des créations de contenu. D'accord. Et c'est vrai qu'on a vécu ce moment-là, etc. On a vécu des étapes personnelles assez lourdes et assez joyeuses. Ben voilà, en fait. Et puis on s'est pas quittés, on est loyaux. Alexia est quelqu'un de très fidèle. Donc, mais c'est comment d'être pote avec Alexia, parce qu'elle est tellement accaparée par le boulot. Et je sais, tu l'as souvent dit, j'ai manqué à ma famille, à mes amis, parce que... Ce côté amorphe, vraiment, sur le canapé, rien faire. Elle parle quasiment pas, c'est insupportable. Comment on peut avoir une amie comme ça? Non, mais c'est compliqué d'entretenir en tous les cas des relations avec quelqu'un qui tu le dis, j'ai sacrifié beaucoup de choses sur l'autel de mon boulot. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'elle est accaparée par son travail, mais elle n'oublie pas d'où elle vient, elle n'oublie pas avec qui elle a été amie, elle s'est construite. Et puis, ce que je disais, c'est qu'elle est fidèle.
Et je crois qu'elle est très drôle aussi. Elle est très drôle. Et puis elle a quand même un avantage par rapport à notre métier, c'est qu'elle a pas une once de susceptibilité. Mais oui, non, c'est vrai. Ça, c'est assez agréable, ce côté sans filtre et cash. On n'a jamais vu ça. Nous, tu nous dis un truc, on se dit. Oui, non, c'est vrai. Non, mais parce que je trouve qu'on fait du divertissement, etc. Je te dis, la seule fois où j'ai été touchée, pas vexée, c'est quand on m'a attaqué sur le fait d'être une mauvaise mère. Mais sinon, notre métier, enfin, tu vois, c'est pas grave, on s'amuse. Ah oui, mais en ça, pardonne-moi, il y a des tas de choses que j'ai sûrement pas bien faites. Hein. Mais en ça, tu as aussi un discours qui a été un peu en avance, d'ailleurs très porté sur finalement une forme de féminisme, qui était de dire une femme n'a pas obligation d'être une bonne maman, d'avoir un super boulot, d'être en plus sexy. Sexy quand même. Non, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as beaucoup parlé de ça avant beaucoup de personnes. Ouais, et par exemple, j'ai fait un truc, alors je te raconte pas, il paraît-il, a vachement choqué, mais moi, si je te raconte. Non, mais tu vas voir, c'est débile, hein, parce que maintenant ça paraît dingue. J'étais enceinte de ma seconde fille en plein Starac, donc j'ai pris 32 kilos. Hein. Donc la fille a été obèse. Et donc 32 kilos, et jamais je me suis posé la question de pas aller à l'antenne avec mes 32 kilos, etc. Tu vois. Et donc les gens me disaient, mais tu peux pas, tu vas gâcher ta carrière si tu te mets enceinte. T'imagines, on était dans les années 2000, quoi. Ça paraît fou, en fait. Et donc, je disais, mais je comprenais même pas le sujet. Donc, j'ai aussi, probablement aussi, parce que j'étais pas une fille d'antenne, et que je me suis retrouvée à l'antenne par accident, tu vois, parce qu'on me l'a demandé et que j'y suis allée. J'ai dit des trucs beaucoup plus libérés que quelqu'un qui construit sa carrière sur l'antenne. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est très dur. Tu sais, moi, je dis toujours aux jeunes filles, vous avez le choix entre être Meryl Streep ou Sharon Stone. C'est-à-dire ouvrir la jambe à un moment ou ne jamais les ouvrir. Et la carrière, malheureusement, de Sharon Stone, qui est une excellente comédienne, est beaucoup plus courte que celle de Meryl Streep. Ouais, enfin, Sharon Stone, elle a quand même fait une pub pour Afflelou, je te rappelle. Oui, elle couchait avec Afflelou, je te rappelle. Ah, ça, je savais pas. Bah ouais. Ah bon ? Mais c'était son mec. Ah bah d'accord. Ah bah voilà, mais il est au courant de rien, mais tu viens d'arriver à Paris. Oh, wake up. C'est dingue. Et alors Vincent, est-ce que tu as reconnu le personnage d'Alexia ? On en parlait tout à l'heure dans Culte. C'était très très beau travail de l'actrice. Hein. C'était assez perturbant même quelquefois, parce que même dans les intonations et la voix. Mais ce qui est génial, je me suis même demandé à un moment donné si tu faisais pas des voix, toi, sur. Non, c'est que elle. C'est que elle. Non, j'ai fait qu'une voix, mais que j'ai assumé. C'était assez. Oui. Il y a une super réalisation. De Louis Farge, je crois. Ouais, c'est Louis Farge. Non, mais c'est l'alignement des planètes. Comédien. Est-ce qu'il y aura une suite d'ailleurs ? Non, ils m'ont demandé la suite. Et pour la première fois, c'est un producteur qui dit non, je ferai pas la suite. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, Stéphane Courby m'a dit. Tu voulais pas te voir vieillir ? Non, bon, ça, je m'en fous complètement. Mais non, regarde. Non, mais Stéphane Courby, qui est donc mon patron, me dit est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de parler de la Starac qui est diffusée sur TF1 avec des gens qui sont encore en poste ? Et là, je me suis dit peut-être pas. Et donc, c'est ça, oui. Et donc j'ai bénéfice du temps qui permettait j'ai dit que c'était pas possible. Ouais. Et donc on a arrêté la production de la saison 2 qui était en cours d'écriture. Et voilà. Non, l'histoire de Culte, c'est particulier en fait, parce que c'est vrai que c'est une mise en abîme. J'ai regardé la fille hyper narcissique. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà écrit sur sa propre vie et qui avait tourné un film sur sa propre vie ? C'est ça. Il y en a pas. Enfin, produit en tous les cas. Produit, ouais. Enfin, tu vois, donc, alors moi j'ai une analyse. Parce que ce personnage qui te représente est tellement over the top, enfin tu vois, c'est avec beaucoup de défauts. Et j'ai presque l'impression que tu as voulu plus qu'assumer, presque surchargé pour dire mais non, mais pour que les gens se disent en réalité, elle n'est pas comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu cette démarche-là ? J'ai une première version des auteurs où le personnage était assez fade. D'accord. Et je leur ai dit, on va pas. Parce qu'ils avaient peur, ils se sont dit, on peut pas lui faire lire. Non, mais peut-être. On va se faire virer. Mais non, mais honnêtement, je vous dis, et donc je leur ai dit, il faut accentuer le personnage parce que sinon on va se faire chier, quoi. Ah bah oui. Et donc, ce que je me suis dit quand le personnage a été diffusé, c'est. De toute façon, les gens qui m'aiment bien savent que je suis pas comme ça, et les gens qui m'aiment pas, ils se diront, tu vois, c'est une vraie connasse. Ah ouais. Et donc c'est pas grave. Au final, je m'en fous un peu. Ce qui était intéressant, c'est le travail incroyable d'Anaïde Rosam, qui s'est approprié le personnage d'Isabelle de Rochechouart. Elle t'a beaucoup rencontré ? Mais tu sais quoi ? Je l'ai rencontrée qu'une fois, et j'ai pris un thé avec elle. On n'a rien parlé. La seule chose qu'elle a fait en sortant du rendez-vous, elle allait se couper les cheveux. D'accord. Parce que moi, j'ai les cheveux à hauteur des épaules, et elle les avait plus longs. Et puis, elle a quand même une grosse différence avec moi, c'est qu'elle fait 95C, là où moi, je fais 80A. Tu vois, donc... 80A. Non, mais franchement, c'est une réussite. Et je trouve que ce qui est génial en plus, c'est que pour ceux qui connaissent, c'est top.
de revivre ça et d'être dans un peu dans les coulisses. Ça raconte les coulisses du loft. Mais juste pour voilà, exactement. Mais pour celui qui ne connaît pas, c'est tout aussi intéressant, quoi. Ouais, donc c'est ça qui est génial. Moi, j'aurais jamais pensé à faire une série sur les coulisses du loft si des gamins de 35 ans n'étaient pas venus me voir en me disant ça nous passionne. Ouais, c'est grâce à eux. Parce que je me suis dit, tiens, il y a un public peut-être pour ça. Moi, sincèrement, regarder le nombril et regarder 20 ans en arrière, c'est pas mon tempérament. C'était plus pour dépeindre une époque, en vérité. Non, mais et en fait, quand il y avait une société, quand c'est l'émergence de ce qui va devenir les réseaux sociaux et tout ça. Oui, et puis de voir les rendez-vous de télé dans les coulisses. Tous les personnages, d'ailleurs, tous les comédiens sont super. Vraiment, je vous encourage. Lancé le film. Mais non, c'est l'inverse. En fait, quand je vous raconte comment ça se passe, l'histoire, elle est dingue. Je produis Miss France en Vendée, là, au Puy du Fou. Voilà. Pendant le Covid, parce qu'il fallait un endroit qui nous accueille, sur lequel il n'y ait pas de public, tu sais, parce qu'on n'avait pas le droit. Voilà. Bon. Et je suis en train de dîner avec Nicolas, oui, donc son fils. Et à un moment, il y a un garçon qui me dit « Tiens, j'ai des potes qui écrivent depuis très longtemps sur le loft. » Et moi, ça faisait très longtemps que j'avais envie de rentrer dans la fiction. Mais je me disais, je vais me faire défoncer la gueule si je rentre dans la fiction, parce que je viens du flux, ils vont dire que c'est un peu le snobisme de la fiction. Et je me suis dit, on m'attaquera jamais si je rentre par le sujet. Ah oui, t'avais cette légitimité-là. Voilà. Et donc, ça a été en fin de compte de la stratégie chez moi. Ça n'a pas été tant, j'ai envie de raconter l'histoire du loft, ça a été comment je rentre dans le milieu de la fiction par le sujet que je connais le mieux. Bonne stratégie, parce qu'au final, ça a été un carton. Et maintenant, je fais beaucoup de fiction. Et c'est hyper intéressant. Ah, c'est vrai, ça a ouvert les portes de... Ouais. Je tourne beaucoup de fiction. Là, je suis en tournage en ce moment. D'accord. Bah non, t'y es pas parce que t'es avec nous. Ouais, mais à la fois, tu sais, j'ai appris maintenant, les producteurs de fiction, c'est pas les mêmes que les producteurs de flux. Le flux, c'est le divertissement. C'est que y a un truc, tu es dépossédé. C'est-à-dire que quand tu es producteur de flux, tu crées ton concept, tu le tournes et tu le post-produis. À toutes les étapes, tu es vraiment le monsieur, le maître d'œuvre de cette œuvre. Alors qu'en fiction, tu montes le financement, tu choisis l'équipe qui va réaliser cette œuvre, mais quand elle est tournée, elle appartient au réalisateur, au comédien, au chef-op et à l'équipe technique. Et donc toi, sauf en cas de problème, je regarde les rushs et tout ça, tu vois, mais je suis pas présente sur le tournage. Donc j'y vais 3 fois là, tu vois, mais pas plus. Et est-ce que tu y prends goût ? Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui te... Je me suis violentée. En fait, parce que comme le rythme du flux, c'est comme son nom l'indique, c'est très, 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 très rapide. Alors que le rythme de la fiction, c'est vraiment... Enfin, une fiction, le temps moyen, c'est 2 ans, quoi. Et c'est même le temps moyen bas. Et donc, je sais plus qui disait, la différence entre la télé et le cinéma, c'est que le cinéma, c'est prêt quand c'est prêt, et la télé, ça doit être prêt à 20h. C'était Mike Tyson qui disait ça, je crois. Ah ouais, peut-être. Mike Tyson ? Ouais. Alors, je me disais... Il a fait un livre, justement, sur ça, sur la prod. En développement personnel, sur la production et oreille. Et donc, on est vachement... donc, il y a une forme de frustration quand tu viens du flux, de dire allez, vas-y, prends ton stylo et écris plus vite, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas, ça fonctionne pas en fait. Bien quand sûr. Les mecs te regardent en disant bah non, je vais y aller à mon rythme. Ouais. Et donc là, d'un seul coup, surtout toi qui es posé. C'est comme si t'avais fumé un gros joint et t'étais un peu dans un autre rythme, quoi. Et donc maintenant, je m'y suis habituée, mais au début, j'étais un peu en réaction et même en révolte contre ce rythme. Vincent, tu as eu l'occasion de retravailler avec Alexia par la suite après cette première non, plus jamais. Non. Terminé les chaleries. Là, c'est terminé. Non, c'est vrai qu'on n'a jamais retravaillé ensemble. J'essaie de elle a produit des trucs quand je suis allé à France 4. C'est peut-être le moment on a fait une saison zoo qui est un super. Ah ouais, on a fait ça. Toujours les animaux. Mais sinon, le salaud, dès que j'ai commencé à vouloir lui refourguer d'autres programmes, il les a jamais achetés alors qu'il achetait à des concurrents. C'est ça l'amitié. C'est pour ça et après, il y a des commissions d'enquête. Il y a des commissions d'enquête sur le service public où on dit qu'il y a des arrangements. Alors que le mec, il m'a jamais acheté un truc. Explique-nous, directeur des programmes, c'est... Julien aussi. Oh là là. Mais on n'a jamais eu ça. La Claudine, elle nous a surpris. Elle a hurlé sans qu'on lui demande. C'est génial. Bravo. Dis-nous, comment ça se passe, directeur des programmes ? C'est-à-dire que c'est une chaîne qui te donne, donc on va dire plutôt, c'est une tranche horaire, c'est un esprit de programme. La vérité. Dis-nous la vérité. Je vais être très transparent. Et pas de pognon. En fait, oui, déjà. Non, mais mais ça, c'est intéressant de faire peu, de faire beaucoup. Ah, ils font peu. Ça nous oblige à être créatifs et audacieux.
Donc n'exagère pas non plus. Si, bah, j'en profite. On parle de France 3 Haute-France. Oui, mais on fait des trucs pas mal. Non, je te taquine. Ils ont fait un super truc. On rigole, oh là là, il est susceptible. Ça veut dire que t'as pas tous les programmes ne sont pas marqués du territoire. On est bien d'accord. On essaye quand même. L'idée, c'est quand même de régionaliser au maximum. Alors, soit régionaliser de manière économique, c'est-à-dire en faisant jouer des acteurs locaux, des producteurs locaux, de manière à pouvoir alimenter le tissu économique. Alimenter le tissu économique. Je te remercie, Alexia. Et puis et puis de l'autre côté, c'est vrai qu'on s'aperçoit que la proximité chez les téléspectateurs, en fait, est très importante, que ce soit les gens âgés ou pas âgés d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs antennes. On a des programmes, mais on a plusieurs antennes qui vont du numérique au linéaire dans les régions. Et donc, on s'aperçoit que effectivement, l'ultra-proximité est quelque chose qui fonctionne. Et t'es au courant qu'on n'est pas chez Thomas Hill sur Europe 1 ou pas ? Non, mais c'est pas une émission. Mais non, mais je vais poser la question. Je vais poser la question. Non, mais moi, je vous interromps puisqu'on va passer une page de publicité et on va écouter tout de suite Jodassin. Et si tu n'existais pas, tout de suite, on se retrouve. Moi, j'ai ce réflexe, c'est qu'à chaque fois que je suis, par exemple, en Normandie, en l'occurrence, je mets sur France 3 Normandie et j'adore. Voilà. Super. Voilà. Ce qui s'est passé à Rouen et je trouve tout ça en atchoumant parce qu'il est hyper allergique. Mais non, mais il y a je peux pas lancer. C'est vrai. Il est hyper allergique. Un peu moins. Et moi, j'ai une question hyper intéressante. Pour une fois, c'est rare. Ouais. Mais à quand le retour de Exclusif, donc qui était une émission à l'époque, People bienveillante, parce qu'on en a marre du buzz insupportable. Et je te remercie, Fred. C'est vrai qu'elle aurait pu perdurer cette émission. Mais non, mais franchement, de JT. Aujourd'hui, on est dans un buzz de mauvaises nouvelles, de trucs horribles. Pourquoi on fait pas ? Et puis l'air de rien, on exposait aussi les sorties cinéma. Mais oui. On expose beaucoup. La culture, etc. La pop culture. Et moi j'ai adoré. Écoute, moi je pense que ça va être en discussion après ce podcast. Mais t'as raison. Non mais je vais le relancer. Non mais c'était fantastique. Mais même on pourrait en faire. Mais c'est ce qui manque aujourd'hui. Tu sais quoi ? On pourrait tout simplement en faire un podcast. Aussi, non mais honnêtement c'est vrai que le matériau en soi puisque c'est l'actu mais version People, je veux dire il est intemporel. Enfin, t'en as toujours quoi. Cette émission c'est incroyable quand t'as un peu de moyens d'aller à l'autre bout du monde à interviewer Britney Spears, comment ça va Britney ? C'est très drôle en passant par... Non mais surtout surtout il faut qu'on se raconte Cannes. Cannes, il y y avait Canal+, qui était au Martinez, avec des scooters, des bagnoles et tout. Et nous, on était derrière le périph' de Cannes. Je me souviens, on dormait quasiment tous ensemble dans une chambre. On avait des potards, C'était les bêta ASP à l'époque. C'était des grosses cassettes, puisque c'était pas des caméras qui pesaient... Alors que nous, on buvait du gin tonic sur la plage à Canal. Moi, je portais... le journaliste portait toujours les batteries et les cassettes dans un sac à dos. Les batteries, déjà, ça pesait à un âne mort. Et on montait, dès qu'on avait fini de tourner, même les soirées, on montait la nuit pour envoyer... Parce qu'on avait le faisceau le lendemain matin à 10h, donc il fallait envoyer le sujet monté à 10h pour que ce soit validé en comité de rédaction. Non mais on était les paquis de Canal+. Les mecs qui nous regardaient avec un mépris. On était en soirée pendant que vous travailliez. Nous on sortait, on était dehors. Mais nous on pouvait pas sortir. Tu crois qu'on était invités ? On n'était jamais invités. On était les mecs qui essayaient de s'incruster aux soirées. Et on n'arrivait que aux soirées du porno là. Et j'ai couvert. C'est ce qui m'a permis de couvrir les Hôtes d'Or à l'époque à Mandelieu, la Napoule, et d'apprendre au maire de Mandelieu qu'il y avait les Hôtes d'Or qui étaient tournés. Enfin qui étaient tournés parce qu'il y avait. Il a dit qu'il savait pas. Et il a dit qu'il savait pas. Il pensait que c'était les hot dogs. Sur les sandwichs, un concours de sandwich. Je me suis rendu à la conférence de presse des Hôtes d'Or. T'es sur une plage à 15h avec un buffet romain. Je peux te dire qu'il y a un moment donné où ça vrille et c'est très dérangeant. J'en garde un souvenir. Non, mais c'est ça. Donc nous, on était invités qu'à ça, quoi. Oh là là, on essayait de choper. On avait des pauvres scooters. J'ai interviewé, d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis d'interviewer, comment s'appelle ce grand acteur, du porno des années 80. Ah oui, non mais Rocco Siffredi. Adorable. Et donc, on était avec des scooters qui étaient maximum à 50 parce qu'on n'avait pas les moyens de se payer des 80. Et donc, on pourchassait les stars derrière les bagnoles pour essayer d'avoir des interviews quand ils sortaient de la bagnole, si tu veux. Ah non, on était des piques-assiettes, des parasites. Des parasites, c'est exactement ça. Alors, parasites, mais cool. Ça, on était cool. Il y a une autre dimension qui est assez étonnante, c'est que j'ai lu que ce qui t'intéresserait, c'est de devenir maire. Oui, de Paris, hein. La mairesse. Ah, carrément de Paris. Mairesse. Ah bah attends, moi je suis ambitieuse comme fille. Ah ouais, d'accord. Tu vois ils sont pas encore au courant. La Rachida n'est pas encore au courant. Non, mais j'aime beaucoup penses sérieusement ou c'est quelque chose... Moi j'aime bien le concret.
Je suis quelqu'un qui aime bien être quand même les mains dans le cambouis. Et donc tu veux voir un résultat. Ouais, je veux voir un résultat. Pourquoi pas faire une émission de télé-réalité qui te suivrait sur ton ascension jusqu'à la mairie de Paris? Ouais, non. Alors là, je suis maire, mais je veux être maire. Non, mais tu sais, il y a plein de projets qui m'ont été proposés. Je vous raconte l'anecdote. Il y a plein de projets de télé qui m'ont été proposés pour animer, tu sais, pour être à l'antenne. Et sincèrement, j'ai jamais voulu ça. Et un jour, on me propose une émission, il se passe un truc de dingue. Je suis en pitch. Pitch, ça veut dire que je vends un programme juste avant. Et après, on me dit, mais pain fourré au chocolat. Voilà. Bien. Et on me dit, mais est-ce que tu veux pas l'animer? Et ben ma voix s'est coupée. J'ai eu 3 mois de rééducation. Je voulais tellement pas aller à l'antenne que mon corps a dit non. Oui, non, stop. Non, moi j'ai pas du tout envie de ça. Non, donc maire, oui, je trouve que c'est concret, ça aide les gens, ça peut résoudre des problèmes. Enfin, tu vois, Mais qu'est-ce qui te plaît là-dedans, justement, le fait de résoudre des problèmes C'est-à-dire que là, aujourd'hui, quand tu marches dans Paris, toi, j'ai voulu être architecte. Architecte, c'est loger des gens, c'est réfléchir au bien-être des gens. Maire, c'est quand même aussi ça. Et donc réfléchir à des sujets sur la sécurité, sur la circulation, on a des choses à dire à Paris, sur les gens, sur comment améliorer tu vois, l'infrastructure des transports, enfin tous ces trucs-là. Et puis j'adore les emmerdes. Et alors ça, à mon avis, quand t'es maire, t'as des emmerdes. Trouver des solutions. Tu lui donnes des conseils, Vincent, parfois est-ce que parfois tu l'appelles? Ils m'ont toujours dit, tu vas jamais à l'antenne. Alors les deux, c'est vrai. Jamais à l'antenne, jamais à l'antenne. On l'a insulté quand elle a été directrice de la Starac. C'est vrai, mais vraiment, c'est un truc de dingue. Jamais à l'antenne. Non, alors que ça m'a permis d'avoir des places et des invités au resto. Pas faite pour ça. Parce que justement, t'as un regard pro aussi. Elle était pas, enfin, elle a été très bonne directrice, mais elle n'était pas faite pour ça. Puis voilà, c'était aussi un peu pour l'emmerder. En revanche, t'as bien fait de pas être architecte, parce que quand ils disent praxique architecte, à mon avis, ça aurait été bien galère quand même. Mais j'aurais bien aimé. Franchement, je trouve ça beau l'architecture. Puis ça continue. Ça continue au-delà des époques. Tu sais, j'ai fait une émission qui était dingue. À un moment, on est allé voir les Papous. On a fait une émission sur les tribus éloignées. Et on est allé en Éthiopie, sur les hauts plateaux éthiopiens. On a rencontré les Surma. Et à l'époque, ils nous disaient surtout, sortez pas trop du camp parce qu'il y a des mangeurs d'hommes. Et les Papous. Et on les a amenés à Paris. Et c'était hyper marrant parce que les Papous sont arrivés, ils regardaient les immeubles, ils regardaient les monuments et ils disaient, nous, on n'a pas su préserver notre culture. On n'a rien de tangible. Alors évidemment, ils ont des rites, ils ont plein de choses comme ça, mais ils étaient admiratifs du fait qu'on avait de la pierre. De quelque chose de dur qui perdure, quoi. Et donc l'architecture, c'est ça. C'est que tu gardes quelque chose dans le temps et d'un seul coup, un appartement va être habité par des gens. Moi, par exemple, quand je suis rentrée dans Khéops, je me suis dit, putain, il y a des gens qui ont marché là. Enfin, tu vois, c'est impressionnant de se dire ça. C'est chargé, quoi. C'est chargé, ouais. Et Vincent, toi, tu as déjà eu des velléités d'être animateur, de faire de l'antenne Non, parce que moi, j'ai plutôt un physique de radio. Donc, podcast, vous êtes gentils. Vous êtes tellement délicats. Vraiment, on est bien. On se sent bien. T'as vu, je dis rien, moi, je suis un peu d'accord. Tu vois non. On a fait des trucs pour la déconne. Franchement, pour des trucs pour la déconne. Regarde, les plus grands... quand Coé... Léon Zitrone. Non, mais quand Coé est arrivé à la télé, on s'est dit, c'est bon, il y a un boulevard pour les moches. Ceci dit, Léon Zitrone, vous vous souvenez quand même de Léon Zitrone? Ce que tu dis est intéressant parce que c'est vrai que l'apport, par exemple, de la télé-réalité, Loft, en fait, c'était la première fois qu'on voyait des gens qui n'étaient pas des sachants. C'est ça. C'est-à-dire qu'on voyait vraiment, et d'ailleurs, ça se sentait beaucoup dans les castings, enfin voilà, tu voyais vraiment la France telle qu'elle l'était dans toute sa diversité, et tu n'avais pas, en fait, de gens qui étaient au-dessus de toi, tu avais des gens qui étaient à l'égal de toi. C'est effectivement les débuts des réseaux sociaux. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la question du physique se pose pas trop, c'est vraiment la question de ce que tu peux apporter en image, mais moi, je suis pas capable d'apporter quelque chose en étant à la face. Moi, mon boulot, c'est vraiment... Oui, c'est vrai, voilà. C'est la Sophie Favier moderne. Ouais. Oui. Je vais te mettre en... Mais t'as raison. Bien sûr. J'ai vécu en Tunisie, à un moment donné, j'habitais au 10 impasse Snoussi à Sidi Bou Saïd, j'ai jamais reçu de courrier. Redis-le. 10 impasse Snoussi à Sidi Bou Saïd. C'est trop mignon. Non, mais il y a par exemple, il y a un truc qui est hyper intéressant dans la télé. Il y a une émission qui a cartonné, qui s'appelle C'est pour les nuls ou un truc, Camille Combal. Ah oui, bah bien sûr, alors, c'est Poulpe BBC qui fait ça, c'est très bien. Et c'est la première fois qu'en France, on n'a pas un truc qui valorise le sachant, qui valorise l'excellence, mais qui valorise, en fait, compte le fait que t'es tout comme tout le monde, tu sais pas tout, et t'es nul. Et moi, à l'école, j'étais quand même, maman me disait très gentiment, si t'inverses le classement de l'école, et ben t'es première, donc pour vous dire que j'étais dernière. J'ai trouvé ça hyper intéressant, et c'est le même principe. C'est-à-dire qu'il y a des gens normaux dans la télé-réalité, et ben il y a des gens qui sont nuls aussi, et qui répondent à des questions. D'ailleurs, ça a très bien marché cette émission.
Parce que c'est vrai que moi j'étais à l'école, c'est l'heure de terminer. Ah oui, c'est ça, déjà plus d'une heure, le temps file. Mais non, il y a le programmateur qui est derrière. Mais non, parce qu'on vient de me dire, ça fait. On n'arrive pas loin. C'est très froid. Moi, j'aimerais. Ah merde, il y a mon mec. Tu te rends compte? Attendez, je réponds aussi. La fille, le mec. Je suis en podcast. Je peux te rappeler? Tiens. Non mais surtout, vous apercevez qu'il n'y a aucun pro qui m'appelle, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je ne fous plus rien. En fait, tu t'inventes. Je pense qu'elle est complètement mytho, Alexia. Puisque nous arrivons au terme un petit peu de cette rencontre. Déjà, mon Dieu, que le temps file. J'aimerais évoquer, non parce que ça rejoint un petit peu Bête de flic. T'as un rapport effectivement aux animaux, t'en as parlé tout à l'heure. Ouais. Le cheval, c'est quelque chose aussi qui a beaucoup compté pour toi. Qu'est-ce que tu trouvais dans ce rapport avec le canasson? Alors j'ai commencé à monter à 5 ans, donc très jeune. Alors il y a l'animal en soi, c'est beau. Aussi j'aime beaucoup le cuir. Et il y a alors je ne suis pas SM. Attends, commence pas. Non mais tu montes. Je vais révéler. J'ai vu ton regard lubrique. Je te connais. Non mais pas moi, c'est toi en l'occurrence. T'as un petit côté fétichot, j'ai remarqué. Ah ouais? Ah ouais. Je me souviens un jour, tu m'avais, tu vois, qu'est-ce qu'il y a, Vincent? Non mais c'est vrai qu'elle a des petits trucs en fer là, comme ça qui pourraient prêter à confusion. Elle parle du cuir. Je me souviens un jour, t'avais. Comment on fait une réputation là? Je vais avoir sur Instagram, je vais avoir des demandes improbables. T'avais tout un délire sur les pieds de Jacques Weber. Je me souviens. Tu te souviens pas? Oui, alors les pieds, t'as raison. Tu vois? Non, mais parce qu'un jour, j'étais allée voir Jacques Weber. Piégé. Il avait des pieds comme les pieds de Rodin. Tu sais, c'est Camille Claudel, pardon, qui a fait les pieds, je crois, de Rodin. Ouais. Et il avait des pieds en pierre, Jacques Weber. Il avait des pieds très puissants, très massifs. Toi, comme un socle, comme un truc très des pieds en granit. Ça m'a marqué qu'elle me fasse une sorte de blocage sur alors que toi, tu détestes les pieds. En plus, je me suis calmé. Mais bon, alors. Mais comment tu fais avec un cheval en cuir? Je comprends pas. Non, le cuir, c'est la selle, avec des pieds en calcaire. C'est le filet, etc. Et donc, les chevaux, déjà, ça me permettait de tu déconnectes avec les chevaux parce que c'est pas une raquette de tennis. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses attention à l'animal, il faut que tu fasses attention à ton environnement parce que l'animal, c'est ce qu'on appelle un animal fuyant. C'est-à-dire que c'est un animal qui n'est pas un prédateur, c'est une proie. Donc quand il a peur, il galope et il s'enfuit. Donc il faut faire attention à ses réactions. Et donc c'est un moment où tu peux pas regarder ton téléphone sur un cheval. Ouais. Donc et moi alors là on va parler d'un truc un peu triste. Quand le père de ma fille est décédé, le seul moment où je pensais pas à ce drame, c'était quand j'étais sur mon cheval, parce qu'il y a un moment il fallait que je me concentre sur l'animal. Ouais. Et donc ça m'a appris beaucoup déjà le respect de l'animal. Il y a une rigueur. Il y a l'animal quand tu le dresses, quand tu lui apprends quelque chose, il faut faire attention à la manière dont tu lui apprends. Donc ça apprend beaucoup de choses. Et je dis toujours, si vous avez des enfants un peu récalcitrants, rebelles ou en difficulté, mettez-les à cheval, parce que vous allez voir que ça va d'un seul coup, c'est souvent un mal-être, c'est l'expression d'un mal-être, et le fait de s'occuper d'un animal, ça crée un lien. Tu crées un lien avec un sentimental, avec pas un être vivant, mais bien sûr. Non, mais il y a beaucoup de thérapies à travers les animaux, et je sais que D'ailleurs, oui, il y a aussi des ostéopathes pour chevaux. Ça n'a rien à voir, mais j'y pense et je trouve ça génial. Ah ouais. Ouais, enfin, à un moment, moi j'avais un cheval, on m'a dit, est-ce que tu veux faire un masseur pour le cheval? Je lui ai dit, t'es gentil, moi déjà, j'arrive pas à me faire masser, je vais pas masser mon cheval. Hein. Mais c'est dommage, t'aurais dû faire la doublette. Eh bien, Poney Lambert et Poney Testo. Tout ça pour me remettre dans la paille. Hein. Je sens qu'on revient au premier épisode de Dallas. Tu vois le cheminement du podcast. C'est très pervers. Eh bien, merci. Merci à vous. Ça fait drôle, hein. Non, mais parce qu'on se connaît depuis super longtemps et c'est vrai que on a déjeuné ensemble, on se voit très peu, mais à chaque fois qu'on se revoit, j'ai l'impression que je t'ai vu la veille, pour ainsi dire. D'abord parce que, je te le répète, tu ne changes pas, c'est quand même dingue. Non mais c'est vrai, Vincent, je change pas. T'es d'accord? Toi, t'as changé, hein. Toi, t'as pris... Ouais, énormément. Moi, j'ai pris un petit coup de peine. Mais elle, donc... Mais moi, j'ai une grande théorie, c'est qu'il faut avoir l'air vieille, jeune, comme ça, t'as l'air jeune, vieille. Ça, je suis d'accord. Et Mireille Mathieu. Et dernière question, justement, tu te vois bosser jusqu'à quand? Alors, c'est marrant, j'en parlais donc avec le fameux Stéphane Courby qui était mon patron, et je lui ai dit, le jour où j'irai à la retraite, il me regarde, mais jamais. Je lui ai dit, tu sais quoi, je pourrais t'étonner. Moi, tu vois, je voudrais apprendre l'italien. J'ai pas le temps. Je voudrais monter à cheval beaucoup plus. Je voudrais construire des immeubles, devenir maire de Paris. Faire comme justement faisait Pierre Lescure à Cana. Il avait 5 jours dans son contrat où il fait ce qu'il veut, il est plus là et on peut pas l'appeler.
Le droit à la branle. Dans ton contrat avec Stéphane. Non, moi j'avais un truc dans mon contrat que. T'entends ça? Le droit à la branle. Le droit à la branle, en fait. Il appelait ça comme ça. Il disait, quand il était embauché justement à Canal, il disait, moi, j'ai. Oui, mais je trouve ça génial parce que c'est important de se ressourcer. Alors, moi, dans mon contrat, être... tu veux que je te dise ce que j'avais? J'avais 2 choses dans mon contrat à Canal. Le droit d'emmener mon chien dans les locaux. Pas mal. Et un autre truc que j'ai gardé, c'est si mes enfants tombent malades, immédiatement, je disparais. C'est-à-dire que vous pouvez plus me joindre, etc. et tout. Pas mal. Et j'ai jamais su si c'était pour m'obliger à aller m'occuper de mes enfants ou si c'était. Oui, c'était l'inverse. Ouais, non, mais tu peux te poser la question. Et donc là, tu peux. Ce chien que j'ai connu d'ailleurs. Oui, évidemment, tu as connu le chien. Mais là, puisque je l'emmenais dans les locaux. Il faisait pipi il faisait pipi devant la porte d'Arthur, qui était notre patron. On parle de Jean, c'est ça? Ouais. C'est dingue. Mais concrètement, là, cet après-midi, tu pourrais aller faire un avenant à ton contrat actuel et rajouter des clauses. La clause cheval. Ouais, la clause italien. Je pense que malheureusement, je suis. Faire du cheval à Rome. Même pas l'après-midi, dans la minute où elle va quitter notre studio, pour ainsi dire, elle va traverser pour aller bosser chez Netflix. Et un jour, je me rappelle, je revenais de la Starac, d'un casting de la Starac, et je suis revenue, non mais tu vas rire, hein, dans le train à 17h. Et je décide d'aller au Bon Marché. J'avais l'impression que les caméras du Bon Marché me regardaient en disant Alexia, qu'est-ce que tu fais là et tout. C'était horrible. Non mais j'ai jamais. Un jour, je me rappelle, Stéphane Courby m'appelle. Je devais, je sais pas quoi, faire un truc que je devais pas faire. J'ai menti. Hein. J'ai dit non, mais je suis chez le diffuseur, je peux pas te parler. J'ai dit non, mais moi je suis bonne élève et tout. Ça c'est atroce. Hein. Alors si tu veux, dans ce cas-là, j'ai jamais fait un arrêt maladie de ma vie, je crois. C'est fou. C'est très déjà pour venir ici, merci parce que je sais que tu prends sur ton temps qui est ô combien précieux. Donc encore une fois, merci d'être venu. Mais se marrer, ça vaut de l'or. Hein. Ça fait du bien. Parce que ça, je vais te dire, c'est le seul truc qui me manque. Et c'est un vrai problème, on se marre pas. Tu veux qu'on vienne de temps en temps faire des mois? Tu te rappelles sur Exclusif, je mettais de la musique le matin et on dansait. Non mais c'était, non mais on se marrait. Enfin. Et on bossait beaucoup. Et on bossait énormément, beaucoup. Mais on se marre plus du tout. Faut que tu viennes sur des tournages avec nous parce que nous, c'est ça toute la journée. Hein. C'est trop même. Et donc dès que j'ai l'occasion de me marrer, tu vois, on s'est foutu de ma gueule. Et en l'occurrence, Cyril Hanouna s'est foutu de ma gueule parce que j'ai fait, tu sais, je suis rentrée en Miss France pour la 200e de Starac où j'étais quand même franchement ridicule. Et j'ai dit, je préfère être bouffonne un soir que bouffon tout le temps. Exactement. Et je me suis marrée. Et l'occasion de se marrer, ça vaut de l'or. Eh ben écoute, on sait de quoi on parle là. Le mot de la fin, Jonathan. Tenez. Goûtez, c'est délicieux. Avec donc comment Alexia... ça se termine? Parce qu'il y a un grand concept pour ce podcast. Comment ça se termine ce podcast? Comment on fait? Vous l'avez pas fait depuis longtemps. Oui, putain, mais oui, bien sûr. On laisse nos invités. C'est qu'on laisse nos invités dire ce qu'ils veulent et vous avez 1 minute pour dire ce que vous voulez sur vous, sur nous, sur le programme, ou sur le cheval, c'est vous qui sur les Hauts-de-France. On ne veut pas savoir. On l'écoutera. Même une recette. On l'écoutera nous pendant la. Alors moi, la seule chose qui m'a. Ah bon? Merci Vincent. Salut. Merci Alexia. Salut. Non mais toi tu restes. Je vais pas parler toute seule quand même. C'est tous les deux. Mais on paye pas la prod, c'est pas nous, non? Non mais moi, oui c'est ça. Les mecs se barrent, il faut payer les cafés. Tu vois, les mecs, les gars, ils ont honte de rien. Toi, ils se font un basket, c'est quoi un resto, un café basket. Un café basket. Les mecs, ils se tirent sans payer. C'est dégueulasse quand même. Non, parce que moi, alors le problème que j'ai, c'est que quand je me retrouve avec quelqu'un en intimité, le seul truc qui m'intéresse, c'est sa vie privée. Donc comment ça va ta vie sexuelle en ce moment? Écoute, plutôt pas mal, on est assez récréatif. Parce qu'il a divorcé il y a pas longtemps. Ouais. Donc je te remercie de me mettre ça sur non mais attends, de me rappeler ce genre de truc. Non, je te dis, le seul truc qui m'intéresse c'est la vie privée quoi. Ouais. Non, écoute, et alors attends, comment va l'appart? Parce qu'il fait du Airbnb avec un petit appart qui est super mignon dans le 6e. Tu peux donner le numéro, non? Non mais attends, c'est quoi la référence de Airbnb? C'est le F607 24. Ah putain, il est trop mignon. Franchement, il est super mignon. Ouais, pas cher en plus. C'est vrai, tu fais combien la nuit? Je fais à 100 € la nuit. Bah tu vois, ça va, comme dans un quartier, Christian qui est là sur alors le plateau. Alors moi j'ai un 500 mètres carrés avec un jardin et des biches dans le jardin. Alors moi c'est 10 000 la nuit. Non, parce que les gens pourraient le croire, hein, tu vois. Donc non, pas du tout. Hein. J'adorais. Mon actionnaire, il m'a dit un truc improbable. Il m'a dit tu es la seule dans le groupe qui s'est pas fait du pognon. Non mais tu le crois? Et donc je lui dis il serait temps que je me fasse du pognon quand même. Et il m'a dit c'est trop tard. Maintenant le métier est en crise. Voilà. C'est comme ça. On peut pas, voilà. Bon, attends, on voudrait embrasser tous les... Je sais pas, il y a beaucoup de gens, tu crois, qui écoutent ce truc? Alors, j'ai vérifié quand même, parce que je me suis dit... j'ai vérifié. Moi, j'y suis allée parce que j'avais confiance. Hein. Le problème... Le problème, c'est qu'ils mettent pas de caméra. Ah bon? T'as l'impression d'être vraiment dans un podcast des années 2017, quoi. Ah ouais, mais c'est parce qu'ils t'as vu la gueule qu'ils ont quand même? Je crois qu'ils ont un problème de moyens, quand même. Non, mais je pense qu'ils ont un problème de physique. C'était notre choix.
Et si vous êtes tombé amoureux fou de ce podcast au point de tout plaquer, votre boulot, votre famille, votre appart, pour ne faire que ça, que nous écouter, n'hésitez pas à le manifester en faisant quoi? En distribuant des likes. Des likes, des bisous, enfin une manifestation quelconque, des cœurs. Ah oui. Sur les réseaux. Faut partager, faut retweeter, tu sais, machin, enfin tout ça quoi. Re-Instagrammer, re-TikToker. Enfin bref. Le foot partout, faut le balancer partout, faut en jeter sur les murs. C'est ça. Faut dire qu'est-ce que je crier nos les aime. noms partout dans la rue. Enfin voilà, dire que c'est génial. Parce que sinon quoi? C'est important. Sinon l'algorithme ne marche pas. Il faut que ça se diffuse, Jonathan. Un bel FDP. Donc partagez. Tenez, goûtez, c'est délicieux.